Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Merci de nous accompagner régulièrement dans votre espace. Bonjour d'Algérie. Nous entamons donc la deuxième journée du mois de janvier 2020. Encore une fois, bonne année à tous et merci de nous retrouver. Excellente journée en notre compagnie. J'espère que ça a bien commencé pour vous. En tout cas, nous, on est là pour vous faire passer un très bon moment. Deuxième journée du mois de janvier, comme je l'ai dit. Alors, nous aurons le plaisir de retrouver Aïda Mechri. Aujourd'hui, elle nous parlera de la socialisation, oui, tout à fait. Et bien sûr, l'empathie, comment bien sûr créer des liens en famille. On va en parler. Les détails seront dans un tout petit moment avec Aïda Mechri. Et puis, on aura Rahim Abdelaziz. Il nous parlera d'une espèce et d'une variété d'arbres qui se trouve dans la région du sud du pays, plus précisément dans la région d'Al-Bayed. Il nous fera découvrir cette espèce qui est endémique aussi à l'Algérie. Et bien entendu, découvrir un petit peu toutes ces espèces qui sont intéressantes en tout cas. Eh bien, on aura également Radia Boulmahali dans la rubrique Algérie touristique. Elle restera aussi dans le sud. Cette fois-ci, elle nous emmènera du côté de Ouargla, la région touristique, à nous faire découvrir absolument. Et on terminera avec Nafa Mezari dans la rubrique high-tech qui nous parlera des projets attendus pour cette année 2020 dans les nouvelles technologies, bien sûr, l'information et la communication. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, en compagnie d'Amal Aribi, tout de suite, dans un moment. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makou. Elle est là, elle se moque de moi comme toujours, tous les matins avec mes bafouilles. Bonjour Amel. Oui, bonjour Amel. Tout va bien. Fatiguée? Oh oui, un petit peu. Mais bon, on commence à aller en forme. Hein. Allez, en forme. La deuxième journée du mois de janvier. Comment ça va? Ça va très bien. Parfait. Merci. Et vous, vous êtes en forme? Ça va, alhamdoulilah. Tout va bien. Parfait. Alors, on attend les pluies. Tout le monde vous en veut, vous pointez du doigt. Mais c'est votre faute. Moi, j'adore la pluie. J'aimerais bien qu'il y ait de la pluie. Vrai. Si, c'est vrai. Bon. Alors, oui, c'est malheureusement non. Regardez la carte. Est-ce que c'est... c'est pas le temps du mois de janvier, oui, ça. Oui, franchement, non. C'est pas normal. Oui. Bon. Eh oui. Je vais faire quelque chose. Hein. Je vais l'annoncer. Et très sérieusement. Oui. Bon, c'est inquiétant. On vous suit. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée, près des côtes ouest, également sur les régions de l'Est. Puis le ciel restera bien ensoleillé tout au long de la journée, avec un temps relativement froid sur les hauts plateaux de l'Est ainsi que vers les Aurès, avec probabilité de formation de gelée. Donc, soyez très prudents vers ces régions. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux avec un temps relativement froid également sur le Sahara oriental. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, le Gard Tassili, l'extrême sud ainsi que vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, plutôt fraîches pour la saison mais plus vers l'intérieur, avec toutefois un minimum de 10 degrés du côté de Batna, 12 Sétif, Al-Bayad et Djelfa, 16 degrés à Tizi Ouzou et Tlemcen, 15 Oran et Al-Naba, 17 degrés à Alger, 16 à Tizi Ouzou, 15 degrés Biskra, Gardaya, également Béchar, 16 degrés Hassim Saoud, Ouargla, Taman Rasset, Janet, 18 Tindou, Fadrar, 17 à Insalah et enfin 19 degrés vers l'extrême sud. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le temps restera plutôt brumeux, un grand brouillard du côté de Paris, nuageux à Marseille, partiellement nuageux vers Bordeaux, la péninsule ibérique, Copenhague, également Budapest et Varsovie, Bucarest, Athènes, des pluies attendues du côté de Dublin, mais un ciel bien dégagé à Berne, Berlin, Prague et Rome. Côté température, on relèvera 1 degré seulement à Prague, 4 à Varsovie, Copenhague, Berlin, Bucarest, 3 à Budapest, 9 degrés à Paris, 8 à Athènes, 14 à Rome, 13 degrés à Lisbonne, 9 à Madrid et enfin 14 degrés à Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, passez une très bonne journée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makountoum. Voilà, elle
Elle a fait donc la météo, le tour, bien On a fait le sûr. Et tour. puis on espère, bien sûr, les pluies, surtout. Inch'Allah, Voilà. je l'espère, oui. Très bien, donc on va faire nos vœux à nos donc, les collègues. personnes qu'on a oubliées hier Hier. et surtout qu'on aime beaucoup, Mustapha Bouflah. On l'embrasse, hein, on lui souhaite une très bonne santé surtout Très et bonne plein de année. belles choses et bien sûr qu'on aura le plaisir de retrouver, pourquoi Inch'Allah, pas, dans notre émission, il nous fera un petit coucou de temps en temps. Inch'Allah, Inch'Allah. Il est très occupé, hein, en tout cas avec le handisport l'embrasse. et bien entendu il suit, hein, il travaille toujours. Eh bien, il est revenu de Dubaï il n'y a pas très longtemps concernant bien sûr les jeux handisport. Handisport. Voilà. On Puis on lui fait un embrasse aussi Mahrez, bien Mahrez, sûr. notre ami ça va Mahrez, bien. on lui dit bonne année. On et t'embrasse. puis on l'embrasse. Wafa Mftah aussi, on lui Wafa souhaite une Mftah. très très bonne santé pour l'année 2020, Inch'Allah. Inch'Allah. On aura le plaisir de la retrouver. Inch'Allah. Inch'Allah. Lilia aussi. Oui, Lilia Benassar. Lilia Benassar. On l'embrasse également. Elle sera, j'espère, très bientôt parmi nous, de retour. On l'embrasse. On lui dit excellente santé aussi. Et bien sûr, à tous ceux qui ne sont pas là, Mahdia, qu'on Mahdia, embrasse aussi, oui. Mahdia Bellel. Voilà. Et bien entendu, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre et nous regarder. Voilà. Bisous, Allez, bisous on a à oublié tous. personne, Je j'espère. pense que non. Voilà. Ils vont nous en vouloir, hein, maintenant qu'on a cité les noms. oui. On embrasse tous ceux qui nous regardent régulièrement, qui nous aiment et qui nous suivent. Voilà. Et En puis on général. vous dit à tout à l'heure, À tout Mel. à l'heure. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à midi et 19h pour 19h. notre bulletin Rendez-vous météo. pris. On vous En laisse avec espérant une, qu'il y ait de la pluie. en espérant La qu'il y ait de semaine la prochaine. avec une belle chanson. On va Allons-y. débuter avec Allons-y. Maziane Amish qui nous met donc de j'adore. l'ambiance avec Mona Mona.
initier cette belle ambiance avec Méziane Amiche, eh bien, on la retrouve comme chaque jeudi matin avec grand plaisir. Eh bien, c'est notre première donc, émission ensemble depuis 2019. Bien sûr, aujourd'hui, on l'entame avec Aïda Mechri. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Super bien, très Bonne content. année. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, Inch'Allah. Très de content. santé d'abord, on le dit. Inch'Allah, On se rend compte que tous ceux qui se souhaitent les vœux, ils commencent par la santé. Santé. C'est primordial. Santé mentale et physique. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi le thème de socialisation, et c'est pas pour rien. Oui. Ça coïncide avec, en fait, le changement d'année et le souhait des vœux, la rencontre entre famille, amis. Encore une fois, cette cohésion des liens. Mais aussi, cette période des vacances, voilà, comme les voyages, les séparations, et puis le manque. On n'a pas probablement parlé de ces personnes qui nous ont quittés, qui ont laissé une place, comment vraiment reconnaître, être fidèle, construire un tout petit peu ces liens avec ce qu'on a appris, comment les choses s'installent et comment on peut vraiment vivre cette dynamique comme ça et cet échange avec un cadre agréable, sociable. Voilà. Oui, ça tout à fait. c'est extrêmement important. Alors c'est vrai que c'est très important le changement, vous disiez donc l'absence aussi et l'éloignement quelquefois. Oui, oui. Et vous savez, ce qui a frôlé mon esprit et pourquoi la thématique elle était extrêmement intéressante, c'était d'abord un échange avec Amel Olmi aussi. Amel, elle a travaillé énormément pour qu'on puisse vraiment construire les choses sur de bonnes bases et aussi être dans la créativité, apporter quelque chose de nouveau. De nouveau, pour le téléspectateur surtout, pour qu'on ait une thématique, une richesse dans les thématiques proposées. Ce qui a frôlé un peu mon esprit, c'est que ça fait pas que longtemps on a échangé une thématique très intéressante autour de l'éducation avec amour. Moi, c'est avec nos collègues de la chaîne du Coran, et c'était extrêmement fin de pouvoir revenir à cette éducation, à Tarbiya bil Mahabba. Et avec plusieurs intervenants, y compris des sociologues, beaucoup de personnes qui ont abordé cette thématique autour de la famille, cette société, comment on peut vraiment réfléchir. Et je crois que ce qui m'est resté sur le cœur, c'est de pouvoir vraiment revenir à parler de nous, comment on peut transmettre à nos enfants, comment on peut transmettre aussi cette petite ouverture qui va leur permettre à nos enfants et aux personnes qui nous entourent d'aimer l'autre et de pouvoir vraiment s'ouvrir sur la relation de l'autre. Aujourd'hui, on vit dans une société là où il me semble qu'avec égoïsme, mais aussi on a bien compris que chacun peut donner dans son territoire des manières différentes, dans la famille nucléaire et parents, dans leur éducation, beaucoup de choses qui s'installent dans la différence, dans cette manière de pouvoir vraiment offrir à nos enfants cette relation linéaire qui est de face à face, lui offrir cette partie pour le nourrir, tout ça. Il me semble qu'on a oublié que vivre les événements, vivre les fêtes, échanger un tout petit peu, revenir à cette rencontre familiale, construire les liens, ça ne peut être que constructif, ça ne peut être que bénéfique. Et c'est les bonnes bases. Aujourd'hui, si on veut réellement changer nos comportements d'adultes, ce sera l'idéal probablement de réfléchir aussi à comment inculquer à nos enfants et comment leur donner quelque chose qui pourra les aider pour mieux vivre adultes. Et je crois que c'est là où on peut vraiment placer le déclic et réfléchir à ça. C'est carrément un changement générationnel dans les relations, dans les sentiments. Il y avait quelques années, il y a bien de cela donc des années, nos grands-parents le faisaient avec nos parents et nos parents l'ont fait avec nous et vice-versa ensuite, ça continue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la vie qui est trépidante, avec cette entrée de plein pied dans la mondialisation, il y a donc des réflexes qui ont changé forcément. Réflexe, moi je dirais, si la sociabilisation, voilà, 2 points, c'est un processus comme ça d'apprentissage de normes et de valeurs, vaut mieux qu'on s'arrête un tout petit peu à ces normes et ces valeurs. Parce que, tout simplement, qu'est-ce qui a changé en nous? Qu'est-ce qu'on a jeté? Qu'est-ce qu'on a mis de côté? Et qu'est-ce qu'on a adopté aussi de nouveau? Et qu'est-ce qu'il est bon de garder? De garder. Et il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Et dont
l'un et l'autre dans les différentes formes et formules, cet échange énorme, c'est à nous probablement de réfléchir un tout petit peu dans ce qu'on a appris, et c'est inné, donc tout ce qui est cette premier cycle, je dirais primaire, dans l'apprentissage, qui est de notre enfance et de notre apprentissage. On est resté très nostalgique. Quand tu parles, ça me parle. Et puis il y a quelque chose comme ça qui nous nourrit comme ça dans l'échange de tout ce qui a peut être valeur et énorme, tout ce qui a nourri un tout petit peu notre rôle dans la société, notre rôle dans nos familles. Ce n'est pas forcément la même chose. Et c'est à nous maintenant, aujourd'hui, de garder ce qui est dans la société avec force. Parce que si je fais abstraction à tout ce qui m'entoure, et je crois que c'est là où on peut vraiment réfléchir ou ouvrir à comment on peut vraiment donner des nouvelles ouvertures. Si on se ferme un tout petit peu sur les modèles individuels, il y a des familles qui sont là à inculquer des histoires, une valeur, un échange qui n'est pas forcément partagé par toute notre société. Il y a quelque chose qui s'impose dans la nouvelle génération, qui est dans le rythme, mais aussi dans l'apprentissage, dans l'échange. Forcément, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas ces réflexes qu'avaient peut-être les jeunes d'une certaine époque. Aujourd'hui, par exemple, l'Aïd, on se souhaite les vœux, que ce soit la nouvelle année, on se souhaite les vœux. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas dans cette optique tout à fait. Ils sont plutôt réservés, timides, ils ne le font pas spontanément. Moi, je crois qu'il y a une différence. Ce n'est pas qu'ils ne le font pas, mais ils le font dans une perspective qui les arrange. Avec eux, dans les écrans, dans les modes, dans la manière de s'habiller, dans la manière de l'échange, langage, pour ne pas dire verbal, échange écrit, tout ça. Moi, je dirais, dans le langage, il y a quelque chose qui a complètement changé. Mais moi, je dirais que c'est différent. Comment on peut vraiment vivre leur monde, c'est ça la question, parce qu'ils nous invitent à vivre un moment qui n'est pas le nôtre, à vivre un mode de vie là où ils peuvent facilement nous dire Taqdim, tu n'es pas d'actualité, ça me parle pas, et puis tu es démodé, tu ne comprends pas, on peut pas placer des tirades comme ça, on ne peut pas placer, mais aussi ils sont très rapides dans la demande. Avant de placer les mêmes phrases qu'ils nous ont éduqués petits, pour eux, ça y est, je comprends, tu vas me dire, tu vas me conseiller de faire, je sais très bien, mais voilà. Je crois que gardons un peu dans l'esprit l'ouverture. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de pouvoir les accompagner dans leur richesse, dans leur manière de dire les choses. Nos enfants ne parlent pas comme nous. Nos enfants pas comme nous. Oui, ils sont beaucoup plus rapides. Ils sont dans le symbolique. C'est quelque chose aussi qui place beaucoup de choses, de phénomènes. C'est beaucoup je dirais d'abstrait qui nous parle, mais aussi dans notre manière de chercher les phrases, de virtuel, surtout notre manière de placer les phrases avec des tirades et de pouvoir comprendre, cerner, maîtriser. C'est comme si cette partie d'apprentissage d'être parents et d'adultes pour vraiment accompagner nos ados, accompagner nos enfants, nous donne cette autorité et cette place. Et on a bien compris que voilà, ils sont tellement forts qu'ils peuvent négocier aussi nos places, ils peuvent négocier notre parole, ils peuvent nous mettre dans le doute, ils peuvent nous inviter à reprendre les limites et les barrières. Cette force, elle n'est pas rien du tout. Parce que si on n'absorbe pas, si on ne fait pas l'effort de chercher ces formules de sociabilisation, on va rapidement virer vers la force pour pouvoir vraiment s'imposer. Et du coup, ça balance rapidement vers une violence qui peut-être on peut la vivre, qui n'est pas efficace, ou les conflits de génération, les conflits... Travailler plus l'empathie. Alors, quelle belle phrase, quel beau concept d'abord d'emblée. Moi, je m'arrête et je dis, si on est comme ça dans un module, dans un travail de santé mentale, de psychologie, de l'intérieur, de communication, l'empathie, c'est la clé. L'empathie, c'est... Comprendre l'autre. Pouvoir se positionner à la place de l'autre.
comprendre, on ne sait pas, on n'a jamais la maîtrise de l'autre et on ne sait jamais comment l'autre réfléchit. Et probablement, je place une parenthèse pour dire que même dans les couples, trentaine d'années, quarantaine d'années, une épouse peut vous dire facilement qu'elle n'a jamais connu son mari, ou contrairement, le mari ne comprend pas, même si on a le comportement, même si on comprend les attitudes, même si on a le fond et on peut lire vraiment la personne avec l'ashra, avec quelque chose qui s'installe. Mais il y a quelque chose aussi de l'autre qui restera toujours énigmatique. Cette pensée, cette richesse, elle est de l'intérieur de nous-mêmes. Mais la force de pouvoir vraiment vivre l'autre momentanément, mais aussi reprendre la place. C'est une technique extrêmement Philosophique? Non, pas philosophique. Je simplifie un tout petit peu les choses. Hein. Une maman ou une personne peut facilement pleurer face à un film là où elle regarde une histoire d'amour ou une histoire de séparation, un petit chagrin, tout ça. Mais elle est là à pleurer avec mouchoir et avec tristesse et elle est vraiment déstabilisée de l'intérieur. Cette manière... Là où dans son monde et dans sa famille, tout va bien. Ses enfants sont là et elle a bien mangé et tout va bien. Oui. Cette force de pouvoir vraiment glisser dans ses émotions pour pouvoir vivre l'histoire de l'autre, elle est très intéressante parce que ça permet de nous dire que ce sont des personnes qui ont cette ouverture. Et je reviens à cette petite partie dans l'éducation de nos enfants. Je le balance à la crèche, je lui permets d'aimer l'autre. Je ne renforce pas, tu sais, il faut frapper, il faut prendre cette place, il faut... Voilà, t'imposer, regarde-toi, tout ça. Au lieu de renforcer un peu cette partie de moi qui est utile et elle est bonne, il faut probablement l'inviter aussi à vivre l'amour de l'autre, la relation avec l'autre, il faut partager avec l'autre, il faut écouter l'autre, qu'est-ce que tu en penses, comment vraiment construire l'amitié. Cette partie-là, c'est la même partie qui va lui permettre d'être sociable, un peu plus grand, adolescent. Oui. Il aura ses petits copains, il aura la force de pouvoir vraiment trouver les amis, là où d'autres, ils sont derrière le virtuel, derrière les jeux, parce que c'est compliqué dans la vie réelle de pouvoir retrouver ces personnes. Parce que c'est compliqué d'être aimé par une autre personne. Parce qu'ils ont un complexe tellement profond en eux-mêmes que je suis pas beau, que je suis keda, que je suis nul. C'est très difficile aujourd'hui de les arracher de cette réalité virtuelle. Voilà, travaillons déjà d'emblée dès le début. Parce que si on fait un travail sur nous-mêmes adultes, ça c'est extraordinaire. On peut réfléchir, comprendre qu'on est des personnes différentes, qu'on peut vraiment construire les choses différemment, qu'on a la force de pouvoir vraiment s'imposer, tout ça. Ça vient vraiment d'un travail énorme de l'intérieur de nous-mêmes. Mais nos enfants, ce qu'on transmet à l'autre, qui est plus important de ce qu'on est nous-mêmes. Des fois, on a la possibilité de le faire dans l'échange avec la religion, dans l'échange avec la société, nos proches, dans nos manières de vivre. Échange d'expérience. Moi, je dirais cette richesse qui nous habite ne se limite pas uniquement à ce qu'on peut dire et vivre. Il faut vraiment offrir à l'autre, s'ouvrir à l'autre. Et puis c'est ça qui enrichit un tout petit peu ce cadre d'amitié. Il y en a des personnes, là où c'est compliqué pour eux de chercher un ami. Oui, mais pour vous, par exemple, vous avez plusieurs cas, des cas cliniques que vous recevez chez vous, et chaque cas est différent, bien sûr, d'une personne à une autre, d'un individu à un autre, d'un jeune par rapport à un adulte. Mais cette richesse fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à cerner plus la maladie ou la pathologie. Si tu veux que je place quelque chose là, moi je dirais sans hésitation, ce sont ces patients, ce sont ces usagers, ce sont ces personnes qui m'ont beaucoup appris. Le thérapeute ou les personnes qui travaillent dans le relationnel, dans l'aide et le soin, ce sont des personnes qui ont beaucoup appris de ces personnes. Ils nous donnent la différence, ils nous donnent la richesse, ils nous donnent cette manière de réfléchir autrement. Mais je reviens un tout petit peu à ces parents. Ce sont les enfants qui inculquent aux parents comment être parents. La parentalité, c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose d'inné. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter ni lire dans un article ou un bouquin. C'est pas quelque chose qu'on peut retrouver comme ça par conseil. Hein. Les mamans peuvent te dire ce qu'il faut faire avec ton fils, c'est ça. Ou ta fille vaut mieux que. Non, il n'y a pas de tout ça. C'est l'enfant lui-même.
avec ce qu'il vit. Et c'est avec cette belle formule que tu m'as ajoutée aujourd'hui, qui est l'empathie, de pouvoir l'écouter avec cœur, pas avec les oreilles, qui va me permettre de lire un tout petit peu entre les lignes pour pouvoir comprendre qu'il a peur, qu'il est inquiet, qu'il a une petite angoisse d'échec, qu'il est en manque, qu'il est souffrant à l'intérieur, qu'il est heureux, qu'il est bien, qu'il est équilibré et quelque aussi. part, je pense que ces personnes, puisqu'on parle des enfants, des adolescents qui ont un petit souci comme ça, qui s'arrêtent au cours donc, de leur vie et disent voilà, ça va pas, qui s'interrogent. Ouais. Ces gens-là, c'est des gens curieux, justement, qui ont tout compris de la vie, qui s'arrêtent pour dire il y a quelque chose qui ne va pas et pourquoi ça, ça les torture. Ils font appel à des spécialistes, des cliniciens, mais je pense qu'il y a d'autres enfants chez qui tout va bien, ils ne se poseront pas ces questions, ça va de soi. Mais ces enfants intelligents qui, eux, vont pouvoir se poser ces questions de la vie, ces questionnements qui vont les torturer. Moi, je dirais... c'est ça la différence, les questions de la vie, c'est ça qui fait des structures et des différences dans les personnalités. On a des enfants artistes, petits, et on a des enfants maniaques, qui sont là dans l'ordre parfait, et on a des enfants qui sont dans leur monde, c'est à leur rythme, à leur image, dans la communication, dans la différence. Et je souligne, je place entre parenthèses tous les enfants autistiques, les enfants trisomiques, les enfants qui ont l'handicap et à besoins spécifiques. Ce sont des enfants qui ont leur monde et leur manière de construire les choses. Les ados, aujourd'hui, dans l'ouverture, revient à ce que nous, on peut leur donner comme outil pour qu'ils puissent vraiment rêver, construire leurs désirs, motiver leurs demandes, construire un tout petit peu quelque chose de l'intérieur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, moi, je m'arrête et je m'incline face à ces parents qui ont su offrir de la musique, du théâtre. Ils ont su offrir des spectacles pour leurs enfants, offrir des activités extrascolaires. Ils ont pu offrir des réussites à leurs enfants pour qu'ils soient médaillés. Se positionner au devant de la scène pour pouvoir vraiment porter un nom. Et ça, c'est un effort de parents qui sont en train de projeter leurs enfants pour qu'ils puissent vivre la réussite, vivre quelque chose de même. Il y a eu beaucoup d'événements là où des enfants ils étaient primés dans des c'est tellement valorisant pour l'enfant et pour les parents surtout. Moi je dirais un enfant intelligent, c'est celui qui a trouvé le cadre pour qu'il le soit. C'est un enfant qui a su combattre quelque chose et cette richesse, on peut l'applaudir, mais j'applaudis surtout le cadre et les parents qui sont là à le protéger pour qu'il puisse mieux se nourrir et mûrir aussi. Mûrir avec un équilibre. S'insérer dans la société, ça c'est la socialisation. Absolument, absolument. C'est tout dit. Je place probablement 3 choses extrêmement importantes qui est de l'apprentissage, qui est dans ils répètent un tout petit peu, ils sont dans la reproduction de nos actes, ils sont aussi dans l'injonction, c'est de ce qu'on leur donne comme consigne. Fais ça, ne fais pas ça, dis merci, dis bonjour, mange de cette manière, pas de l'autre, mais aussi dans l'interaction. C'est quelque chose aussi qu'il va comprendre dans la vie que dans le travail, qu'il faut vraiment aller mollo mollo, là il faut s'imposer avec force, là il faut dire les choses, là il faut probablement prendre un peu de recul. L'interaction aussi dans le langage, comment on peut vraiment placer les phrases, dire les choses, tout ça. Donc ces différentes formules, faisons attention, des fois on ne dit pas les choses, on ne donne pas consigne et on ne place pas les phrases correctement et par force les enfants sont en train de reproduire nos propres modèles et reprendre nos comportements. Déjà qu'il y a quelque part dans les gènes, il y a ce comportement qui après est dépeint sur l'individu, sur l'enfant, et en plus l'éducation joue un rôle très important chez les enfants. Tout à fait, tout à fait. C'est important. J'ajouterais cette petite partie, échanger avec nos collègues.
éduquer avec amour. Moi, probablement que dans mon cadre théorique, je l'aurais dit positivement, où l'écoute positive, c'est là où on peut vraiment positiver pour pouvoir vraiment s'ouvrir sur la différence et puis écouter les émotions, écouter ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Mais voilà, pourquoi pas une petite touche avec début d'année, dans notre manière d'échanger et dans notre manière de construire une graine d'amour qui va nous permettre d'aller au-devant et avec plus de force. Inch'Allah, avec surtout des vœux qui ont été si bien transmis. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir insister sur cela et de voir aussi l'éduquer et savoir le transmettre. Absolument, absolument. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage et surtout ces règles que vous mettez tous les jeudis et les mardis à travers, bien sûr, cet échange que vous offrez avec le téléspectateur. Tout à fait. Un dernier mot peut-être merci, je dirais bonne année à tous les membres de ma famille, je dirais à Ami Mohamed Larbi, Hanani, bonne année, meilleurs vœux, réussite aussi à toute ma famille, mes parents, mes enfants, mes collègues du travail aussi que je salue, beaucoup de prospérité, de réussite, santé, bonheur pour tout le monde. Merci. Très bien, merci beaucoup Haïda. Merci. Et puis ce beau chemin que nous faisons donc depuis quelques années déjà, qui va continuer, Inch'Allah, se pérenniser dans Bonjour d'Algérie avec nous et avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Merci Haïda. Merci à vous. Bonne journée, bon Aïcha, courage. merci. Eh bien, on continue. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à découvrir ce talentueux sculpteur algérien. Il s'appelle Boussetta. Il a été rencontré donc par notre ami Radia Boulmali. Regardez, on se retrouve juste après. Ce jardin, peuplé de ferrailles et d'animaux insolites, est le lieu d'inspiration et point de départ de toutes les créations du sculpteur Mustapha Boussetta. Ici, les muses de ce plasticien côtoient celles de nombreux artistes, convives inconditionnels de cet atelier musée à ciel ouvert où chaque bout de métal rouillé attend un nouveau souffle de vie. C'est un lieu fédérateur, rassembleur, mais aussi où on peut trouver énormément de choses intéressantes qui nous font remonter le temps à travers les âges. Et il y a surtout l'accueil très très cordial et amical que nous réserve à chaque fois Mustapha. Ah, je me retrouve chez moi parce je passe souvent, moi j'habite juste à côté. Et des fois, il y a des amis qui passent ici, comme Rachid Nassi. Bon, on se rencontre tous chez Mustapha, voilà. La sculpture, c'est un des aspects de la richesse intérieure de Mustapha, parce que avant qu'il ne s'adonne à la sculpture et à la réalisation de ces animaux immenses, gigantesques, et il a toujours aimé ce qui est ancien, ce qui est patiné, ce qui est travaillé par le temps. Et cet amour des objets anciens complète un peu et vient en sous-bassement de ce qu'il fait actuellement. J'étais déjà sculpteur en fait. Je faisais de la restauration de meubles. Mon métier était antiquaire, restaurateur. Et donc, je savais ce que c'était que la sculpture au départ. Ça ne m'est pas tombé comme ça d'un seul coup sur la tête. La peinture, oui, c'est venu, je ne sais pas comment, mais ça s'est imposé à moi. Plus je peignais, plus j'avais l'impression de faire de la sculpture. J'utilise beaucoup de matière. Et je me suis dit, il faut que je le fasse, c'est pas possible. Je ne vais pas garder ça en moi comme ça devait sortir.
Il y a un côté autodidacte que j'adore, moi. Et donc, lui, le plus intéressant chez lui, c'est ça, c'est ce côté autodidacte. Il a une approche de la peinture, de la technique, parce qu'il vient du monde de la brocante, de la restauration, et donc il apporte des choses très, très intéressantes. C'est pas de la dinanderie, c'est pas de la bijouterie, c'est pas de l'orfèvrerie, c'est de l'art brut. C'est de l'art brut. Et il y a 10 ans ou 15 ans, j'imaginais même pas qu'un jour je serais sculpteur. Je savais sculpter, mais ça ne veut rien dire, sculpter de cette manière. Faire une pièce, faire un petit coffret ou ça ne veut absolument rien dire. Mais là, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Ça demande énormément de réflexion, ça demande une certaine sensibilité, une approche sûre, tu vois. Là, tu ne t'attends pas. Bien sûr, on a eu des discussions extraordinaires avec Mustapha parce que moi, je voulais, dès le début, l'orienter vers lui-même, de rester fidèle à lui-même et de ne pas s'influencer par ce qui se faisait à l'époque par des amis et des collègues. Et voilà. Mais sincèrement, il a fait un raccourci dans le temps extraordinaire. Ça veut dire en très peu de temps, bon, très peu de temps, en guillemets, 6 ans, 7 ans, vraiment, il a fait une poussée extraordinaire. Des chevaux d'un autre espace temporel côtoient en ces lieux des autruches audacieuses, des courges imposantes et autres forces de la nature, tel cet hippopotame observant tranquillement son maître et ses acolytes. Ici, ces baobabs nains sans ombrage ou ces champignons géants comme sortis de l'antre de la terre accompagnent cette faune muette, ou peut-être pas si muette. Ces sculptures, ces animaux-là, je crois qu'ils véhiculent quand même un message qu'on peut appeler subliminaire parce que cette faune que l'on regarde, c'est pas tellement la faune zoologique, mais c'est la faune de la société telle qu'on l'aperçoit actuellement. Dans les dédales du temps, avec qui Boussetta entretient de longs dialogues, l'artiste marque quelques escales inspirées de l'actualité du pays et du monde. Exemple, ce bateau ivre, symbole de rades indésirables et de naufrages tragiques, ou encore cette favela Ziria, un cri qui souligne tout l'engagement de l'artiste en faveur de lendemains meilleurs pour sa ville et pour sa planète. La nature, elle t'envoie des messages que tu saisis pas. Hier, ils ont montré, je ne sais plus sur quelle chaîne, l'Indonésie, ils sont en train de raser tous les arbres d'Indonésie. C'est des millions d'arbres qui sont en train de... Et si ça ne t'interpelle pas, je sais pas, il vaut mieux aller habiter sur Mars. Donc c'est un petit peu ça le message. C'est des choses qui t'émeuvent, ça peut t'émouvoir, ça peut te rendre triste, ça peut te rendre violent. Tu vois ça, tu dis c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de cette planète? Quand tu vois la Casbah, dans quel état on a mis cette Casbah, qui est une merveille, tu peux pas rester insensible. Et donc j'ai décidé de faire une Casbah, une favela Algérie pour jouer un petit peu avec les mots. Ça fait trop mal, tu vois, de voir la Casbah. C'est un monument classé, enfin c'est pas un monument, c'est un site classé par l'UNESCO. Donc tu as envie de faire des choses, tu as envie d'interpeller les gens. Mustapha, c'est un passionné. Il fait des choses impossibles qui n'ont aucune visibilité plus tard, ni aucune chance d'être, parce que nous sommes dans un pays où déjà acheter une œuvre, une toile, c'est un problème. Alors acheter des sculptures comme il fait Mustapha, c'est impensable déjà. Les musées ici n'achètent pas ce genre d'œuvre, ils n'achètent rien d'ailleurs. Donc le pauvre,
c'est un vrai passionné qui fait ça par amour, tout simplement. Et voilà, il fonce comme un taureau, il fait ce qu'il a envie de faire, il le fait, et à un certain moment, il va se trouver avec des problèmes de stockage, parce qu'il faut mettre ça, il faut les cacher quelque part. Donc, il les a un peu partout, mais bon, il continue à le faire. C'est un passionné, c'est un fou, voilà. Quand un artiste, quand un collègue, quand un copain, il vient, il te fait ça. Et il a tout dit, tu n'as pas besoin de discours, il a tout dit. Les yeux, ça ne ment jamais. Je ne fais pas ça pour quelques intimes. J'aimerais que tout le monde voit ça. Ça, c'est vivant. Regarde comment que ça résonne. Ça a un son, tu vois. Ça te parle, ça te... Voilà, bien sûr. شكون اللي ما يحبش يشوف حوايجه هكذا مشهورين. Je sais pas, الشمانة ولا في صحة شهادة ولا في قاع الصور، تحط هاد الحوتة في قاع الصور هكذا، الحواتين يشوفوا الدنيا كامل يجوا يسطروا ليها هكذا يشوفوا واش هاد الحية هذه. Bien sûr, شكون ما يحبش هاد الشيء. Quel est l'artiste qui rêve pas de ces choses-là? Formidable artiste, à qui on dit bonne année en espérant voir encore une fois ses œuvres un peu partout et pourquoi pas, comme il l'a souhaité, les voir plus souvent en tout cas. Eh bien, on va recevoir comme il se doit Rahim, on a toujours plaisir à le recevoir, il revient de voyage, donc il va nous parler encore une fois d'une belle région et surtout de notre faune et de notre flore. Bonjour Rahim. Bonjour Anna. Excellente année à vous. Merci. Comment ça va? Vous revenez tout fraîchement de voyage. Vous étiez dans la région de Tindouf, plus précisément du côté de l'Bayed. Plus haut? Au nord plutôt de Timimoun, oui. du Touet. À quelques encablures des Touet, oui. C'est-à-dire dans la région de l'Bnoud. C'est le fin fond de la wilaya de l'Bayed. Exactement. El-Bayed, qui déjà, vous aviez... En plein désert. Tout à fait, en plein désert avec cette rudesse donc, qui existe dans cette région. Alors vous venez... C'est le Sahara authentique. Exactement. C'était dans l'intention de revenir sur une zone lacustre dont la date de naissance remonte à 2008. Oui. C'est une curiosité géo-hydrologique proprement dite. Malheureusement, le réchauffement climatique n'a pas pu permettre son inondation. Ceci dit que le manque de précipitation a joué en la défaveur de cette région. De cette région, et notamment l'avifrone, dont Suide, en tant que zone lacustre, constitue une halte. Voilà, une de halte l'Europe et qui pourrait être une zone humide, tout à fait, et des couloirs donc empruntés par cette avifaune qu'on a l'habitude donc de citer, qu'on a l'habitude aussi de voir à travers leurs différents voyages, surtout quand il s'agit donc de se déplacer du nord vers le sud pour aller retrouver. Voilà, pour aller retrouver des zones assez chaudes, pour pouvoir faire des nidifications. Au froid, et voilà. À la rudesse du froid nordique. Exactement. D'ailleurs, en ce moment, on les voit, hein, les oiseaux, les étourneaux aussi qui commencent à partir et faire des... À migrer. Je ne sais pas comment on les appelle, ce n'est pas les bancs, mais les bancs, c'est pour les poissons, mais des nuages d'oiseaux qui sont dans le ciel et qui font des essaims. Des essaims d'oiseaux magnifiques, hein. De très belles figures. Hein. Au nord de l'Bnoud, au nord même de cette zone lacustre, la région de Touajine renferme elle-même une zone lacustre. Une zone lacustre qui a, mine de rien, enregistré la sécheresse. Et on a découvert des pas de grues cendrées venus du Japon. C'est-à-dire comme ils n'ont pas trouvé de quoi se nourrir ou se toileter, ils ont repris le départ vers l'Afrique. C'est triste.
C'est vraiment triste. Et parce qu'ils sont fatigués après des jours de voyage, ils viennent pour faire une halte et ils trouvent ni eau ni à manger pour se nourrir. Et comme vous l'avez dit, les oiseaux adorent se laver aussi pour se faire les toilettes. Exactement. Ils sont organisés. Très bien organisés. En tout cas, merci pour toutes ces informations qu'à chaque fois vous nous donnez dans Bonjour d'Algérie et cette vie de notre faune et de notre flore. Aujourd'hui, c'est donc d'une plante dont vous allez nous parler. Une belle plante qui est originaire donc de la région d'Al-Bayed, c'est ça? Non, de Tindouf, plus précisément. Allez. Al-Bayed, ça sera plus tard. Plus tard. Du moment où on n'a pas encore monté les sujets. Les docks. Très bien. On aura l'occasion de percevoir de près toutes ces zones lacustres, celle de Touagine et celle de Suède. C'est pas la Suède. Oui, de Suède, exactement. On l'a bien appris avec vous, les émissions précédentes. Ouais. Tout à fait. Alors, on a l'habitude donc de voir avec vous. On a vu l'arganier, on a vu le pistachier, donc Atlantica. Pas encore. On va y revenir. Mais vous en avez parlé, bien sûr, et vous nous avez montré aussi brièvement. les images. Mais on va revenir. On va en parler. J'ai pu collecter toute une gamme d'habitats propres au pistachier de l'Atlas. Aujourd'hui, c'est un autre arbre qui est donc appelé communément acacia. C'est la famille des acacias, bien sûr, et qu'on retrouve. C'est un ligneux. Et on retrouve bien sûr dans cette région du sud. Alors, il s'appelle le boraq. Communément Taborak plutôt. Taborak. Et bien sûr, le nom scientifique, c'est Tabalanite egyptica. Balanites egyptiaca. Voilà. Oui, c'est assez difficile, c'est latin. Vous allez nous le décortiquer, pourquoi, etc. Mais avant, on va voir un petit peu ce spécimen. On a cru comprendre que seule l'Égypte renfermait ce type pourquoi on l'appelle Egyptaca d'arbuste. Mais bien heureusement, notre Sahara, et plus particulièrement la région de Tindouf, renferme ce bel arbre. Des plus rustiques. On a cru avoir 11 pieds au niveau de la région de Tergen. Et finalement, on a découvert toute une population où la régénération est des plus réussie. Une régénération naturelle. Et d'ailleurs, dans le petit doc, le reportage, on aura affaire à des petits sujets. Très bien. Eh bien, on va voir ensemble justement cet arbre et bien entendu, on se retrouve juste après pour un petit peu parler de cette espèce d'arbre. Regardez. Du nord au sud de Tindouf, les lits des Oued renferment une riche flore. L'arganeraie de Twerf Bouham, un imposant arganier en fruits. L'arganerie de Tindouf est d'une richesse faunistique et floristique exceptionnelle, avec un taux d'endémisme très élevé. Elle représente 75% des végétaux ligneux de la strate arborescente et arbustive du Sahara. La réserve de Twerf Bouham abrite une riche biodiversité floristique. Aux côtés de l'arganier évoluent plusieurs espèces d'acacias, notamment Seyal et Ibida. Ici, c'est un peuplement de Balanites egyptiaca qui a été récemment découvert lors d'une sortie de prospection par les agents des forêts de la conservation de Tindouf, dont l'existence de cette espèce a été signalée en aval de Oued Terganet, où il existe une dizaine de sujets. Il s'agit de l'unique peuplement existant au niveau de Oued Merkala. Balanitia egyptiaca donne des fruits que les nomades locaux assimilent à des dattes. Balanitia egyptiaca se régénère
et trouvent dans cette partie de Oued Merkala un habitat idéal. Sur une superficie de 70 000 hectares, on peut protéger 75 des espèces sahariennes qui se trouvent dans le Sahara algérien. Préserver tout ce patrimoine floristique du package camelin et des coupes illicites n'est point aisé. Voilà, c'est la dureté bien sûr de la région du sud, mais finalement la vie y est quand même présente avec donc sa présence de cette espèce donc d'acacia qui s'est bien répandue, comme nous l'a dit ce spécialiste qui est donc garde forestier. Moussa, oui. C'est un ingénieur forestier. Ouais, exactement. Il est spécialisé en foresterie. Voilà, il a dit exactement ce que vous nous avez dit. C'est des espèces qu'on a pu découvrir dans cette région et qui se sont finalement, c'est pas quelques espèces, mais finalement qui étaient donc plus importantes que ce qu'on pensait. La région de Touerf Bouham, qui relève de Hassimounir, à Tindouf, c'est-à-dire au nord-ouest de Tindouf. Il faut se mettre dans la tête qu'on est pratiquement à 180 km à vol d'oiseau de l'océan Atlantique. C'est-à-dire qu'il s'agit bel et bien d'un biotope qui reçoit l'influence indirecte de l'océan Atlantique. C'est-à-dire qu'on a affaire à une région plutôt tempérée, où existe la réserve de Touerf Bouham. D'accord. Et c'est donc une variété qui est épineuse, qui côtoie de près le dra, l'oued dra, le dra marocain, auquel on attribue la présence de l'arganier. Et les Marocains prétendent que seuls eux disposent cet arganier. Des arganeries. Les arganeries algériennes, elles se distinguent de celles des Marocains parce qu'elles sont endémiques et elles évoluent naturellement. Exactement. Au Maroc, on assiste à des plantations d'arganiers qui sont artificiellement gérés. Exactement. Mais c'est toute la différence. C'est-à-dire que eux, ils ont compris très vite l'utilité, bien sûr, de cet arganier. C'est des motivations économiques. Bien sûr. Mais ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie dispose d'arganeries authentiques, naturelles, endémiques, et qui relèvent d'un parc à la fois culturel et naturel. Pourquoi? Parce que Tindouf a été érigé en parc culturel et naturel, c'est-à-dire l'intervention de l'homme n'y est pas. C'est pour ça qu'on a affaire à une région des plus authentiques, où la biodiversité est des plus naturelles. Tout à fait. C'est unique au monde. Mais je suis d'accord avec vous, tout à fait. L'intervention de l'homme est rare peut-être dans cette région, parce que c'est un parc naturel. Tout est en l'état. Bien sûr. Mais il serait bon aussi de commencer aussi de cultiver l'arganier. Pourquoi pas, nous aussi, en faire une richesse, une denrée importante, une manne économique. Ça pourrait aider aussi les habitants donc, de la région. Et pourquoi pas profiter de cette économie. Ils l'exploitent d'une manière artisanale. C'est-à-dire ils disposent d'une culture ancestrale qui fait que l'arganier, l'arganerie plutôt, elle est préservée. Voilà, bien sûr. On a tenté, dès les années 38, il y avait un forestier français dans la conservation des forêts de Mostaganem à planter des arganiers. Et ça a abouti. Pourquoi? Parce que c'est des terrains sablonneux. D'accord. Et même là, le climat s'y prête idéalement. Pourquoi? Parce que les terrains sablonneux sont l'habitat idéal de l'arganier. Voilà. Ça a abouti. Oui. On revient bien sûr à cette espèce. Donc, on a eu l'occasion de voir de près ce type d'essai. C'est ça. Tout à fait. Et ça fait au moins 5 ans. J'ignore les résultats
à l'heure actuelle. Il faudrait aller appeler Parce donc, que l'arganier, ce il a producteur une... et ce scientifique. L'arganier a une évolution des plus lentes. Exactement, hein. Très très lente. Donc il faut être patient hein, pour faire cette agriculture. Alors on va parler, on revient à bien sûr cette espèce, donc balanite ça s'appelle Balanites aegyptiaca. C'est une espèce Tabora. bien sûr endémique à la région. Bien sûr, on a cru algérienne, avoir Tindouf. uniquement à Tergent, c'est-à-dire au nord, toujours dans une vallée encaissée, on a cru avoir uniquement 11 pieds. Oui. Mais on a découvert plus au sud de Touerf Bouham, au niveau de l'oued de Touerf Bouham, toute une population qu'on a pu voir. Découvrir dans le reportage. Ce qui est bien, c'est que c'est une variété donc, qui s'adapte très bien au sud du pays. C'est pourquoi elle a donc ses épines et pour éviter l'évapotranspiration, puisque l'eau est très rare donc, dans cette région. Et donc le cheptel, ovin, bovin et bien sûr caprin arrive à se nourrir de ces drupes, ce fruit qu'on trouve directement sur ces arbres. Y compris les nomades. Oui, non seulement le bétail, mais l'homme aussi. C'est très bon pour la santé. Cette drupe, elle renferme des protéines d'origine végétale. C'est-à-dire, contrairement aux protéines d'origine animale qui sont nocives. Et bien entendu, c'est grâce à cela que la régénération se fait et la dissémination se fait sur tout le territoire. Au niveau du lit de Oued Touerf Bouham. Bien sûr, il faut un peu d'eau quand même hein, pour que la plante puisse prendre. C'est une grosse pompe d'eau. Exact. L'enracinement est profond. Il est très profond et il s'opère aussi bien horizontalement que verticalement. Très bien. Et bien sûr, c'est une variété utile. On est en train de voir, donc ça c'est... Non, ça c'est des sous-bois. C'est des sous-bois. Alors, ce sont donc des variétés qu'on arrive en tout cas à retrouver dans le sud du pays. Ce sont donc des arbres utiles aussi pour les animaux qui sont dans la région. Vous avez dit un surpâturage qui pourrait aussi être dangereux. Le charbonnage et le surpâturage. D'accord. Et les coupes illicites, surtout, qui menacent directement l'existence même de ces populations de balanites. Et non seulement les balanites qui sont concernés, mais les acacias. L'Oued Touerf Bouham renferme aussi toute une gamme d'acacias. Céal, albida, radiana et d'autres tous les noms scientifiques que vous connaissez si bien. En tout cas, merci à vous, Rahim, de nous faire découvrir comme ça à chaque fois notre richesse faunistique et floristique. Aujourd'hui, ça a été donc la flore qu'on découvre dans le sud du pays. Et donc, grâce à vous, on va continuer sur cette lancée et grâce à ces voyages que vous venez donc d'effectuer, ce voyage. On va y revenir. Très bien. Merci, Rahim. C'est moi. Bon courage. Je sais que vous avez beaucoup de travail au niveau du montage en ce moment. On n'a pas le choix. On se retrouvera, Inch'Allah, très bientôt, la semaine prochaine. On continue, je vous invite tout de suite à apprécier ce reportage, ce travail donc de Nassiba Djaidir. Elle a rencontré cette semaine donc l'artiste Kamel Nour. Regardez, il est aussi très brillant dans son domaine et lui est un passionné donc des arts. Il a fait reluire en tout cas le patrimoine algérien à travers son travail. Regardez. Préparer cette exposition dans l'espace de 4 mois. C'était la réalisation des tableaux
Par ailleurs, j'ai effectué des travaux de recherche. C'était des travaux de recherche, disons, dans 6 mois. Dans l'espace de 6 mois, j'ai fait des recherches. J'ai pris des photos ailleurs, en dehors de mon atelier. Je me suis déplacé un peu partout, Alger, les environs d'Alger. J'ai pris des photos et puis je suis retourné dans mon atelier pour reproduire ce que j'ai pris comme photo. Donc un travail personnel et beaucoup de recherche, notamment dans le style aussi. J'ai développé mon propre style. J'ai essayé à travers cette exposition de développer un style différent. Un style différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Dans cette Algérie qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes, Kamel met en scène ses émotions. Des émotions qu'il met en partage dans cette exposition. Une exposition où Kamel y a mis toute son énergie et son talent d'artiste. L'Algérie, c'est mon pays d'abord et il y a quand même beaucoup, il y a de la matière ici dans notre pays, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup de patrimoine aussi. C'est une occasion pour moi et pour tout artiste de travailler ce sujet, de travailler son art à travers son pays. Donc c'est une occasion pour moi de présenter ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'aime aussi, les paysages, la nature aussi de mon pays, pour aussi faire en sorte que mon pays soit connu à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et à travers les médias, à travers les réseaux sociaux aussi. Le sud, j'ai visité notamment Gardaïa, que j'ai toujours voulu voir le Gardaïa parce que c'est un site quand même intéressant, plein d'histoires. Et j'ai pris plein de photos et ce qui m'a permis en fin de compte de concrétiser ma visite à Gardaïa par un tableau panoramique avec un style avec des couleurs différentes. Des couleurs un peu criardes, vives, qui sortent de l'ordinaire. Paysages, portraits, scènes de vie nous entraînent dans l'univers de cet artiste. Au gré de ses coups de cœur, il met en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Dans ses peintures évocatrices, un jeu de matières et de couleurs. Une matière à laquelle il donne vie et forme au bout de ses pinceaux. Je travaille surtout la couleur. J'essaie de faire sortir la couleur qui reflète mes sentiments, avec la manière dont je vois le sujet. Donc, à partir de mes sentiments, je fais ressortir la couleur qui représente ce que je ressens à travers tel ou tel paysage, telle ou telle scène de vie. Donc, avec une technique donnée, avec une touche développée, j'utilise surtout de l'acrylique, de l'huile en même temps, technique mixte, avec la spatule, les pinceaux, parfois aussi j'utilise les journaux, les magazines pour donner un style moderne, un style jeune, un style contemporain, urbain à la fois. C'est un mélange de plusieurs styles qui font que ce style-là que j'ai développé fait que je me distingue d'autres artistes. Comme des notes de musique, tout s'anime dans ses peintures. Formes et couleurs évoluent en harmonie. Et chacune de ces toiles raconte son histoire. Bien ancrée dans le terreau culturel algérien, chacune d'entre elles exprime une émotion. Le tableau de la scène de vie des femmes de la Kasbah, je voulais absolument montrer cette scène qui est déjà moderne. On voit déjà une femme qui prend en photo une autre femme, alors qu'à l'époque il n'y avait pas de portable. Mais je voulais dessiner cette scène pour montrer que les traditions ne sont pas uniquement réservées au passé. Les traditions peuvent être toujours d'actualité.
La peinture, c'est son mode d'expression et d'évasion. Des aptitudes au dessin dès sa prime enfance ont guidé ses pas dans un premier temps à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. C'est alors qu'il s'est orienté vers d'autres études sans pour autant abandonner sa passion. J'ai opté pour la peinture pour exprimer à ma manière des choses que je ne parviens pas à exprimer avec un autre langage, comme l'écriture. Donc la peinture, c'est un horizon lointain qui me permet de raconter visuellement les à travers les arts et surtout à travers les paysages bien de chez nous. Eh bien, Radia va continuer à nous en parler puisque dans la rubrique Algérie touristique, elle nous fait voyager elle aussi à travers bien sûr de belles régions d'Algérie. Bonjour Radia. Bonjour. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. On a le plaisir d'être en compagnie de Nafa aussi. Nafa Mazari, bonjour. Bonjour Amal, bonjour Radia. Tous mes vœux pour tout le monde. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Voilà, on fait comme si on ne s'était pas vu en coulisses. Oui, comment ça va? Vous allez bien? Ça fait un bail? Longtemps. C'était comment les fêtes? Je sais pas. Voilà. Tranquille. Très bien. On va continuer à vous laisser faire vos vœux tout à l'heure, mais on va carrément parler tout de suite, plonger dans la région que vous avez choisie aujourd'hui, la région de Ouargla. On va aller directement au sud-est algérien, effectivement, Amel, pour cette belle région qui a... ce qui fait l'éloge de cette région, c'est bien sûr les champs pétroliers. Oui. On connaît bien Hassim Saoud, une des plus prospères communes de cette wilaya de Ouargla. Donc c'est ça, en fait, qui retient l'attention au premier plan. Donc, en revanche, on ne la prend pas pour pôle touristique. C'est vrai que ce n'est pas un pôle touristique, mais on y découvre des escales superbes sur lesquelles j'aimerais insister aujourd'hui avec vous. Et donc Ouargla, c'est cette ville qui était très prospère durant les premiers siècles, donc quand je dis premier siècle, du 10e au 12e siècle. Là, c'est une photo assez ancienne où on voit justement toutes ces caravanes qui sillonnaient les mers désertiques qui entourent Ouargla et qui venaient pour certaines du Soudan, pour d'autres de l'extrême sud africain. Et donc, c'était ce qu'on appelait jadis les routes de sel qui traversaient ce nœud ou cette plaque tournante pour les commerces d'esclaves et d'or et de sel à l'époque. Comme un caravansérail aussi, oui, pour qui accueillait les voyageurs. Absolument, donc c'était ça un peu la vocation de cette ville qui était, je le disais, très prospère. Donc c'était des royaumes à l'époque qui étaient très prospères, qui recevaient des visiteurs de partout. Et donc c'était une plaque tournante pour les commerçants de tous bords. Donc Ouargla... Très belle caravane. Voilà, on va s'arrêter un petit peu sur le nom, si vous le permettez. Donc Ouargla, du berbère Ouarglen qui veut dire ce qui est barricadé. Voilà. Mais en fait, cette ville, on vient de voir la place des chameaux, ce qu'on appelle la place des chameaux, donc c'était un lieu de commerce et d'échange, et entourée d'arcades, voilà. Cette ville, cette première ville, ce noyau ancien, était entouré d'un fossé et de barricades, donc c'est comme ça que cette ville de Ouargla se défendait à l'époque de sa prospérité. Jusqu'à l'avènement des Almoravides, donc les Almoravides arrivent dans cette région qui était avant habitée par les Ibadites. Donc il y avait d'abord les premiers penseurs, théologiens qui ont lancé ce dogme, cette doctrine ibadite. C'était orienté vers Ardaya, on le sait bien sûr, le premier pôle. Puis après, donc Ouargla, et ils avaient trouvé là-bas une oasis fabuleuse. Donc il faut dire d'abord que Ouargla, c'est une très
très belle oasis. On peut dire un écrin d'oasis parce qu'elles sont nombreuses et multiples. Elles entourent le premier noyau qui est Ouergla. Et puis on peut retrouver dans les communes que je vais citer, en l'occurrence Tougour, Temassine, Sidi Khouiled, Ngoussa, Hassi Ben Abdallah. Donc, dans toutes ces régions, on trouve de très belles palmeraies. Bon, il y a énormément de propriétaires de palmeraies dans cette région, toujours prospères dans le domaine de ce fruit qu'on aime tant, surtout dans cette région, donc les dattes. On l'appelle d'ailleurs la ville aux 1000 palmiers, mais en fait elle en a beaucoup plus que 1000, c'est des milliers. On peut dénombrer plus d'1 million de palmiers, dattiers dans la région de Ouergla et qui font vraiment aussi l'éloge de cette région. Donc Ouergla, qu'est-ce qu'on peut, vous me dites, si on devait dresser un circuit, comment on pourrait l'orienter? Je sais que c'est l'Oqsar qui est le plus visité, je pense, même s'il a pris quelques peut-être années d'âge et il est peut-être aussi en urgence, c'est-à-dire qu'il faut absolument le préserver, mais c'est aussi l'une des plus importantes visites. Absolument, il est au cœur de la ville quelque part, parce que c'est vraiment un urbanisme autour de cercles concentriques, donc on a l'Oqsar au cœur. Et puis après, l'extension de la ville s'est faite comme ça au fur et à mesure, de manière concentrique. Et donc, on peut voir cette construction en terre toujours. C'est toujours dans un style soudano-saharien que sont les plus belles bâtisses, les plus imposantes, on dira. Mais le reste, c'est vraiment dans la lignée des Qsour qu'on a déjà peut-être cités ensemble, Amel. Et donc, on arrive à Ouergla, on retrouve encore cette architecture typique, puisque Ouergla aussi est réputé pour son sable rouge, et puis pour les roses de sable. Vous qui connaissez bien les roses de sable, c'est magnifique. Les roses de sable. Et vous l'avez dit tout à l'heure, une de ces communes, donc c'est Tougourt, aussi très réputée pour son artisanat et surtout son hospitalité. L'hospitalité, l'artisanat, et on y vend aussi des spécimens de sable, de roses de sable qu'on peut emporter chez soi, et il y a différentes déclinaisons. C'est un feuillage une cristallisation du sable. Oui, tout à fait, et qui donne l'impression, l'illusion d'avoir des pétales, pétales en pierre. C'est très joli. D'ailleurs, l'une des placettes de la ville de Ouergla a été conçue autour d'une rose de sable. Vous l'avez vu, Nafal? Oui, vous avez été là-bas de voir ça. Je transitais, on va dire, beaucoup sur Ouergla pour justement continuer vers le Grand Sud. Mais... Oui, qu'est-ce que vous avez aimé le plus à Ouergla? Allez, on va le faire différemment. Alors, en matière de spécialité culinaire, j'ai découvert pas mal de spécialités locales, exactement. Effectivement. Et là, bien sûr, la convivialité qu'il y a là-bas, le peuple aussi qui est très accueillant. Ces derniers temps, en fait, j'ai vu beaucoup, on va dire, d'urbanisation et d'urbanisme là-bas et de modernisation de la ville, puisque c'est vrai que ça reste aujourd'hui, ils ont leur porte d'un pôle industriel, exactement. Il y a le tramway, effectivement. Ils n'ont rien à envier aux grandes villes, aux grandes capitales, on va dire. Oui, voilà, on n'a pas de building, on n'a pas vraiment de bâtisse en béton très très imposante, donc ça reste, ça conserve, voilà. Je dirais aussi tant mieux pour cette région où on peut aussi voyager à travers différentes communes. Il faut rappeler que voilà, l'une des plus anciennes mosquées a été construite par Mohamed Ben Abdallah, donc dont il y a une commune qui porte le nom de ce dernier souverain de Ouergla avant l'avènement de la colonisation française. Donc c'était le résistant et il avait fait construire cette ancienne mosquée à l'époque. Et puis bon, il y a une autre plus ancienne qui a été construite plutôt par Abou Zakaria. Abou Zakaria au XIIIe siècle, après la destruction donc de la première ville, le premier noyau de la ville a été complètement détruit en 1274, et puis après on a refait un nouveau tissu. La première construction, donc ordonnée ou à la demande de Abou Zakaria Yahya, donc c'était cet homme pieux, cet homme saint qui a ordonné et fait en sorte qu'on construise cette mosquée au XIIIe siècle, qui subsiste encore et qui reste encore un témoin vivant de cette période. Alors
Alors, bien sûr, cette période médiévale donc, connaîtra ce petit noyau qu'on appelait d'abord Sedrata. Ensuite, on verra l'apparition de Ouergla pas bien après. Donc, on en était où? On parlait un petit peu de tourisme et de lieux absolument attractifs. Alors, moi, je vous propose, pour moi, la plus belle attraction, ça reste Temassine. Temassine, qui est un lieu paisible, qu'on peut découvrir d'abord à travers des lacs. Des lacs et une végétation qui se reflète sur de l'eau. C'est magnifique à voir vraiment au coucher du soleil. On a des lacs fabuleux dans cette région de Temassine. Et donc en parcourant, en allant vers Tougourt, en passant par Temassine, on peut observer au moins minimum 3 lacs aussi beaux les uns que les autres. Et on ne s'y attend pas dans un... Et il y a eu des compétitions de voile, hein aussi, il y a eu des compétitions de voile là-bas. De voile, et puis vous me rappelez aussi un autre sport que les Wargli et puis les visiteurs de Ouergla aiment beaucoup, c'est le ski sur sable. Oui, bien sûr. Le ski sur sable. Regardez cette image, comme elle est belle. Magnifique. Oui, et donc on a des compétitions et un festival qui a été créé il y a quelques années, donc en 2014. La glisse vous voyez la glisse sur sable. Ce petit gamin a l'air de se débrouiller pas mal, et puis ils sont nombreux à venir. Voilà, vous voyez, on peut même faire du snowboard sur sable. Du sandboard. Sandboard au lieu de snow. Voilà, on enlève le snow et on le remplace par le sand. Et c'est très très amusant, c'est très plaisant. Et il y a aussi tout un parcours culturel qu'on peut faire aussi dans la wilaya de Ouergla et qui peut aussi nous amener vers cette commune que j'ai citée. C'est l'une des plus riches pour moi culturellement parce qu'on y trouve aussi le siège principal de la Zawiya Tidjaniya. Donc on pourra peut-être voir en image, c'est une très belle mosquée, une très belle médersa avec une très belle cour, une construction harmonieuse, paisible et où l'on peut déjà voir vraiment faire une immersion spirituelle exceptionnelle parce qu'on a toujours ces voix qui déclament le Coran et certains chants religieux à longueur de journée. Donc ça invite à la méditation. On y arrive. Il y a des associations aussi qui sont là, très actives, formidables. J'ai oublié donc les noms donc des personnes qui travaillent. Voilà, mais en tout cas, c'est des personnes formidables qui sont là dans la préservation de Qsar et qui travaillent pour justement rappeler l'histoire. On se rappelle aussi des premiers puisatiers du désert. C'était aussi dans la région d'Ouergla, ceux qui allaient chercher l'eau très profondément et c'était des véritables plongeurs. Hein. Et sans bouteille ni rien du tout, juste avec le souffle, c'est tout. C'est vrai que ces grandes palmeraies ont besoin d'eau et il y a une nappe souterraine qui va jusqu'en Tunisie, dont profite la région de Ouergla, mais actuellement c'est vrai que les palmeraies sont un petit peu irriguées avec des puits artésiens grâce au savoir-faire de ces anciens, de tous ces propriétaires qui continuent de perpétuer la tradition depuis très très fort longtemps. Et c'est vrai que, en fait, le recueillement est permis dans cette région à vocation agricole. C'est-à-dire que pas seulement, il n'y a pas que les champs pétroliers qui sont vraiment à mettre en valeur. Il y a dans les palmeraies toute une agriculture qui se développe et qui permet à la population locale de prospérer et de vivre. Voilà, c'est un petit peu l'essentiel de ce qu'on peut voir à Ouergla. Il y a, je vous disais, un circuit cultuel avec plusieurs mausolées qui racontent l'histoire de saints hommes qui étaient venus d'Arabie et qui ont choisi cette région où l'on trouvait des aînés, où l'on trouvait des gens très très sereins et paisibles. Très bien. Voilà. Eh bien, bravo pour cette belle visite de la région de Ouergla. On a pu voyager exactement à travers la région et surtout l'histoire de cette région. Moi, je ne connaissais pas le nom, d'où venait le nom de Ouergla. En tout cas, merci de nous l'avoir expliqué aujourd'hui si bien, Radia. Merci, Amel. Alors, on va continuer avec Nafa. C'est dans un tout autre registre cette fois-ci, le high-tech. On va aller dans les années. Pas de transition possible, donc on y va direct. Allez. C'est pas évident, mais on va dire. On monte dans les compteurs et on arrive à 2020. Là, on va vers les perspectives en matière de technologie à partir de 2020 et au-delà, on va dire. On avait passé en revue ce qui était intéressant, on va dire les faits marquants de la dernière décennie, la dernière fois.
par rapport à tout ce qui était innovation technologique et tout ce qui était tendance, on va dire, dans la dernière décennie. Et là, Nadia connaît bien Steve Jobs. Hein. Elle en avait parlé en long, en large la dernière fois. Exactement, j'avais su que vous avez fait un sujet à ce sujet-là, justement. Bon, et qui est le défunt qui est, on va dire, quitté ce monde en 2011. Qui a marqué la décennie. Exactement, qui a marqué toute une génération, la génération, si on peut dire X et Y, puisque maintenant là, on est dans la génération Z qui est. Mais ce qui est donné comme tendance justement, comme objectif, on va dire sur les prochaines années qui vont venir, c'est bien sûr le lancement et la généralisation de la technologie de la 5e génération de connexion. C'est le sujet justement qui est partout on va dire dans les principaux pays, exactement, puisque le seul pays qui a déjà déployé cette technologie et la Chine, et donc tout le monde s'intéresse à cette technologie qui donne un très très haut débit de connexion et qui va vraiment lancer de nouveaux enjeux en matière de maîtrise des données, mais surtout de sécurité et de coûts aussi. Donc puisqu'il faut savoir que la 5e génération va nécessiter de nouvelles installations, et on parle de recyclage. Et bien sûr, et quel impact sur la santé? Ça, quel impact sur la santé et sur l'environnement, exactement. On n'a pas Nour aujourd'hui. On n'a pas, non. On peut se permettre de raconter ça. Elle va nous parler de ça peut-être les prochaines fois, exactement. C'est vrai. Aussi les tendances que nous allons, on va dire, découvrir tout au long des années prochaines, c'est bien sûr les exigences en matière de sécurité et d'intimité et de protection aussi des données des utilisateurs, puisque maintenant avec tous les scandales qu'on a vus la dernière décennie, que ce soit les emails de Yahoo ou le cloud de la marque de la pomme ou bien évidemment le réseau social Facebook qui utilisait nos données à notre insu, les utilisateurs sont maintenant devenus plus méfiants quant à la divulgation de leurs informations, l'utilisation de leurs données aussi, même de leur façon d'utiliser Internet. On a vu ça avec les cookies. Moi j'ai pu suivre, puisqu'il en avait parlé en long, en large la dernière fois, le cloud industriel. C'est le cloud computing, exactement. Voilà, c'est aussi une façon de protéger ces données. On parle aussi de démocratisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, donc ça va plus rester. Avant, quand on parlait d'intelligence artificielle, on voyait genre la NASA, des recherches scientifiques qu'on pouvait pas accéder. Maintenant, l'intelligence artificielle est pratiquement partout, y compris dans des domaines très, on va dire que tout le monde peut toucher, mis à part la médecine bien sûr et les recherches. L'administration, la gestion de la ville. Exactement, donc quand on dit intelligence artificielle, c'est la gestion automatisée. C'est pas ça, exactement. C'est pas encore ça. Ça c'est pour bientôt aussi, ça fait partie justement des tendances et des perspectives d'au-delà de 2020. C'est l'utilisation en fait de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en fait. Donc on est dans c'est déjà, on va dire, plus ou moins accessible actuellement à travers certaines plateformes de jeux ou certaines plateformes de divertissement, mais la réalité augmentée va vraiment donner un autre sens à nos smartphones aussi, mais parce qu'elle utilise l'environnement en fait réel dans lequel elle projette on va dire du virtuel. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Oui, moi j'ai vu ça dans les musées. Exactement, donc on peut vraiment, ils projettent directement des démonstrations de, par exemple, des dinosaures ou quelque chose comme ça. Donc, on s'arrête devant une image ou un objet et top, c'est en 3D. Il y a une projection, il y a un clone qui sort directement, il y a même des personnalités qui ont disparu, qui font reprendre surface. Les personnes politiques ont usé aussi de ces nouvelles technologies avec beaucoup. Donc la réalité, comment est-ce qu'on appelle quand la personne est présente virtuellement? L'hologramme. Voilà, les hologrammes. Exactement. C'était le mot. Merci Radia. Vous êtes à la pointe de la technologie. Vous allez être spécialiste dans quelques temps. En face, j'ai des accros. Donc voilà, ça vous parle, et ben tant mieux. Donc voilà. Pour ce qui est aussi des tendances, donc on a avant on parlait d'ingénieurs en informatique et donc dans des entreprises, on va dire s'accaparer ces profils d'une manière générale. Le futur sera d'une autre manière, on va dire plus spécifique, puisque le recrutement de ces profils n'aura pas recruté uniquement un ingénieur en informatique, on va dire vulgairement parlant comme ça, puisque maintenant les ingénieurs en informatique se spécialisent de plus en plus, donc on a vraiment des spécialistes dans chaque sujet, donc et par conséquent les entreprises vont
migrer vers certains profils plus particulièrement, notamment par exemple les IT sécurité, voilà, les community managers. Donc c'est des profils vraiment qui sont bien spécifiques. Et d'ailleurs, les formations se sont très spécialisées dans ce domaine-là. Aujourd'hui, un chargé de communication doit pouvoir jongler avec l'informatique et tous les réseaux. Exactement, puisque maintenant le marketing digital ou la communication digitale est on va dire, est au premier plan plus que les autres moyens de communication qu'on connaît auparavant. Oui. Il a pris le pas sur les autres supports, effectivement. Exactement, oui. Ça, c'est les différents assistants vocaux ou assistants virtuels que proposent pas mal de plateformes, justement. C'est ce qu'on appelle les assistants, les voice assistants. Donc, c'est une tendance qui a d'actualité, mais qui va voir, on va dire, ce type d'assistants se déployer dans d'autres domaines, à savoir à la maison, dans sa voiture, au bureau, puisqu'ils sont carrément connectés avec nos téléphones et donc ils ont leur préférence. Ouais, on connaît une pub qui passe où la personne est restée dehors quand même en essayant d'appeler chez lui. Exactement, bon, c'était un clin d'œil. Après un passage chez le dentiste, c'est celle-là. C'est un clin d'œil pour dire que la technologie ne pourra jamais remplacer bien sûr l'humain. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi une tendance puisque les recrutements dans le domaine de la maîtrise des technologies est beaucoup plus importante que la technologie elle-même. Ça, c'est en fait une illustration pour dire que aussi la création de nouvelles technologies a un double impact. En fait, c'est un impact positif, à savoir, on appelle ça la green tech, c'est des nouvelles technologies bio. On peut dire ça comme ça, puisqu'elles sont issues d'énergie renouvelable et travaillent aussi pour la protection de l'environnement, sachant aussi que la production de nouvelles technologies et tout ce qui est aussi nouvelles technologies est très polluant aussi, et la plupart de ces technologies ne sont pas recyclables. Moi, je trouve que ça, c'est extraordinaire à développer. Et on a eu l'exemple aussi d'un invité qui était venu sur notre plateau, qui avait donc fait une très belle innovation dans sa ville, dans la ville, la commune où il habitait. Ils avaient travaillé sur un circuit fermé pour économiser l'électricité dans une école. Et donc, à distance, on pouvait éteindre, allumer, etc. les lumières. Donc, et ça, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. On parle tout le temps d'économie d'énergie ou d'utilisation responsable, mais on n'en parle pas en fait assez, puisque l'impact est toujours là. Exactement. Voilà, on l'applique pas. Donc, on en parle, mais on n'en fait pas cas. Mais peut-être que ça sera des résolutions pour les années prochaines, puisque là, l'utilisation responsable sera bénéfique, que ce soit pour l'environnement ou bien aussi pour notre porte-monnaie aussi. Donc, c'est quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Parmi aussi quelques tendances, quand on va citer brièvement, on a aussi la généralisation de l'utilisation. On a parlé de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La généralisation aussi des données biométriques, puisque maintenant, ça va plus d'être une technologie ou quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Nos informations vont circuler tout autour des... Justement, par exemple, par rapport au paiement électronique ou du paiement, ça c'est du paiement électronique, donc c'est quelque chose qui existe déjà, qui s'est généralisé, mais qui va en fait supprimer la façon d'acheter en fait ou de faire ces achats, puisque maintenant on se déplace de moins en moins vers les boutiques et donc par conséquent on a plus une utilisation de ces moyens de paiement et aussi de la livraison à domicile. On va dire, ça ne favorise pas l'activité physique, bien sûr. Peut-être qu'on aura plus de temps pour faire du sport, justement, que d'aller faire des boutiques ou acheter quelque chose en boutique en réel, puisque maintenant, la plupart des plateformes de e-commerce proposent la plupart des produits et même des exclusivités qui sont disponibles que sur Internet. Donc, par conséquent, on est plus poussé à aller acheter sur Internet que de se déplacer sur la boutique elle-même. Tout à fait, ne plus aller chercher l'argent, par exemple, à la poste ou à la banque, avoir sa carte et pouvoir l'utiliser un petit peu partout de manière efficace. Surtout, et justement, la dématérialisation de ce mode de paiement est une obligation et non plus une tendance, puisque on a plus de transactions sécurisées, je veux dire, et bien évidemment la rapidité de tous ces services. On a aussi de la dématérialisation de tout ce qui est logiciel et jeux, puisque avant on voyait des DVD ou des CD de logiciels qui trimballaient un peu partout. Maintenant, avec justement la rapidité d'Internet, on peut facilement télécharger légalement, bien sûr, tous ces jeux, tous ces logiciels. Exactement, acheter ce qu'on appelle les OEM. Donc on achète uniquement la licence et donc le logiciel est directement téléchargeable sur Internet. Ça
ça facilite la vie aussi. Avoir un logiciel qui se trimballe un peu partout, des fois on le perd. Il y a quelques années, avoir, grâce à son téléphone, pouvoir s'orienter et se diriger pour pouvoir trouver son chemin. La géolocalisation a été à un certain moment quelque chose qu'on n'imaginait pas. Maintenant, elle est tellement accessible que ça en devient quelque chose de nécessité, une nécessité dans notre quotidien. On va finir par quelques autres tendances. C'est par exemple la création de mouvements et associations contre la désinformation et la manipulation justement d'informations. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment tendance. C'est ce qu'on appelle en fait la vraie menace qui se trimballe dans les années prochaines, hormis le fait qu'il y a la cybersécurité ou les cyberattaques contre les startups et PME qui sont à risque. Il y a ce qu'on appelle le deepfake. Le deepfake, c'est en fait l'utilisation de l'intelligence artificielle justement, mais pour manipuler l'image. On a quelques images justement de certains hommes politiques qui ont été victimes de ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a une image réelle de la personne et à côté, on a une image créée par ordinateur qui est beaucoup plus réaliste que l'image elle-même. Donc, on a juste à injecter, je veux dire, n'importe quel discours, exactement, n'importe quelle image. Et ça fait vraiment peur. Par conséquent, exactement, personne n'est à l'abri de cette utilisation de ce type de technologie qui devient maintenant disponible sur des applications mobiles, c'est-à-dire on peut utiliser son visage, le mettre sur une vidéo, l'envoyer à quelqu'un et par conséquent on se retrouve dans une vidéo qui n'existe même pas. Donc c'est vraiment le réel challenge, c'est justement d'essayer de contrer, de trouver la différence dans ces images. Voilà. On est arrivé à la fin déjà rapidement. Merci beaucoup Nafa, toujours un plaisir de vous recevoir avec toutes ces informations que vous nous donnez. Les vœux pour cette année? Je réitère mes vœux, beaucoup de santé j'espère, beaucoup de réussite pour tout le monde, pour la chaîne, la pérennité et pour notre paix, pour notre cher pays j'espère la paix. Voilà. Merci beaucoup Nafa. Radia, rapidement, allez-y. Une bonne santé, beaucoup de paix et beaucoup d'amour pour tout le monde. Voilà, et merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Moi aussi, j'embrasse toute ma famille. Je n'ai pas l'occasion de voir tout le monde, mais en tout cas, j'embrasse tous ceux qui nous suivent et nous regardent et qui m'aiment aussi. Bien sûr, merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe de toujours nous accompagner, l'équipe technique et bien sûr l'équipe rédactionnelle. On ne nous les oublie pas. On continuera demain, bien sûr, à partir de 9h du matin. Au revoir et bonne journée.